Salut les artistes! Alors juste avant de commencer l'interview avec Mathieu, je voulais vous présenter rapidement cette nouvelle série de vidéos. Ça s'appelle Les techniciens de l'ombre et en fait l'objectif c'est de donner la parole à tous ces métiers de l'ombre qui participent à la création d'une image. Alors ça va être axé principalement autour des métiers du cinéma parce que voilà, quand on parle des techniciens de l'ombre on pense un peu à ce domaine, mais j'essaierai aussi qu'il y ait par exemple des photographes. Dans ces domaines il y a vraiment plein de gens qui sont bourrés de talent, qui ont des choses très intéressantes à partager, mais je trouve que l'expérience ne circule pas suffisamment, en tout cas dans ces domaines, assez peu sur internet, elle reste assez dans l'ombre. Donc pour moi l'objectif de cette série est simple, c'est de vous faire découvrir des artistes, des métiers et des milieux. Également dans la description de la vidéo, vous aurez toutes les questions qui sont posées au cours de l'interview, quasiment toutes, il y en a déjà pas mal, et elles seront référencées par des timecodes. Allez, je vous laisse avec l'interview de Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu es arrivé jusqu'à maintenant? Eh bien alors, je m'appelle Mathieu Misiraka, j'ai 43 ans et mon parcours était d'abord un parcours chaotique au niveau scolaire puisque je rêvais de faire un BTS audiovisuel et je n'avais pas le niveau scolaire pour faire un BTS audiovisuel, ce qui fait que j'ai fait petites écoles, j'ai fait le CLCF, mais qui était orienté à l'époque en métier d'assistant réalisateur, donc ça me plaisait moyen. D'accord, c'est en combien d'années? Alors aujourd'hui c'est encore c'est en 3 ans, mais à l'époque c'était il y a 2 ans, ça tenait en 2 ans. Et moi ce que je voulais c'est de la technique, hein, c'était de l'image, et il n'y avait pas de formation encore privée dans l'image. Et du coup, eh ben, j'ai dû interrompre, après avoir fait le CLCF, j'ai dû interrompre mes études et j'ai dû retravailler mon bac pour accéder à un BTS audiovisuel. C'était la formation dont je rêvais, car c'était une des seules formations qui a été très pointue sur le domaine de l'image. Et alors après… Donc, en 2 ans, BTS que, ouais, que j'ai fait dans le public à Saint-Quentin dans l'Aisne. Voilà, et ça a été mes 2 années les plus terribles. Enfin, là où j'ai appris énormément de choses, et c'est là surtout que j'ai appris une chose qui n'était pas encore bien démocratisée à l'époque, qui était le numérique. Parce que, ça a commencé, donc c'était ça a commencé. Donc tu as dit la période? Ouais, c'était en 98, moi j'étais entre 98 et 2000. D'accord. Je suis sorti en juin 2000, et à l'époque le numérique existait, ça commence à arriver, mais c'était évidemment en SD, hein, on était loin de la HD. On était loin du 8K, du 4K, etc. C'était vraiment de la SD. Le DVCAM allait arriver juste après, quelques années, vraiment après. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que tout de suite, j'ai eu une formation dans le numérique. Et à l'époque, quand on faisait un BTS audiovisuel, eh ben, on était forcément cantonné à faire que de la télévision, parce qu'il n'y avait pas de formation sur l'argentique. À l'époque, l'argentique dominait le terrain de la fiction. Et très vite, cette fracture, évidemment, comme on le sait, c'est arrêté ou du moins à diminuer, et on a pu, par une formation numérique, aborder à la fiction, quoi. Mais il leur a fallu encore attendre quelques années. Mais en tout cas, quand le numérique est arrivé, bah, moi j'étais ultra ready, quoi. Je comprenais l'oscilloscope, je savais comment fonctionnait un signal vidéo. Enfin, voilà. Là où beaucoup de chefs opérateurs qui venaient de l'argentique se sont trouvés un peu le bec dans l'eau, bah, grâce à cette formation de BTS, j'ai pu tirer mon épingle du jeu, quoi. Tu as pu te spécialiser à partir de ta formation? Ouais, c'est-à-dire que BTS audiovisuel option image, forcément tu réduis vachement le champ, tu es spécialisé dans le domaine de l'image. Donc en gros, les débouchés, c'est cadreur télé, assistant caméra, électro, etc. C'était vraiment tout ce qui tourne autour des métiers de l'image. Et à cette période, tu savais déjà, toi c'était clair en tête ce que tu voulais Bah faire? Pas trop, non. En fait, moi j'ai découvert, avant, comme tout le monde, quand j'avais 18 ans, je voulais être réalisateur. Voilà. Mais ça, c'est le truc en fait que maintenant, comme j'enseigne encore aujourd'hui, quand un jeune vient me dire je suis réalisateur, je me mets à sa place parce que quand j'avais 18 ans, je voulais être réalisateur. Et pourquoi je voulais être réalisateur? Parce qu'en fin de compte, les métiers de la réalisation, c'est les métiers qu'on met le plus en avant dans l'audiovisuel. Mais en fait, il y a des métiers qui sont super passionnants, comme celui que je pratique, qui est directeur de la photo, qui est plutôt, comme on dit, un métier de l'ombre. Tu vois, il y a plein de gens qui me demandent encore aujourd'hui, c'est quoi être directeur de la photo, tu vois? Pourtant, on les voit au générique. Bah ouais, ils sont en dessous du réel. Voilà, mais pourtant, tu vas pas demander ça à un ingénieur du son ou un monteur ou un scénariste. Et le directeur photo, c'est l'un des métiers qui est quand même qui est juste en dessous de celui de réalisateur, où on demande encore
mais qu'est-ce que c'est, t'es photographe en fait? Ouais, c'est à peu près ça, mais bon voilà, c'est pas tout à fait ça. Et donc voilà, donc c'est vraiment métier de directeur de la photo, c'est vraiment un métier assez méconnu. Et moi j'ai appris à le connaître pendant l'année du BTS visuel. Et après je suis allé en stage chez un loueur, à l'époque chez TSF, où j'ai rencontré le métier d'assistant caméra et ça m'a plu. Et puis je me suis dit je vais partir là-dessus, quoi. Donc ça, c'est un petit peu le schéma classique, le parcours classique. Quand on veut devenir chef opérateur, Voilà. On commence par les boulots d'assistanat, Exactement. opérateur. Sauf que en fait, moi j'ai découvert ça tout à fait par hasard. J'avais envoyé à l'époque des demandes de stage un peu partout. Et moi, je ne savais absolument pas comment fonctionnait le milieu de l'audiovisuel. Et donc je suis tombé par hasard en stage chez TSF. Et quand je suis arrivé le premier jour, TSF, c'est un loueur caméra, donc c'est un peu comme tous les loueurs caméra. Tu as des bancs d'essais et tu as tous les assistants qui viennent faire leurs essais pendant plusieurs jours. Et moi, quand je suis arrivé, on m'a dit écoute, vas-y, va traîner devant les bancs et puis fais-toi des amis, en gros. Et c'est comme ça que j'ai commencé le chemin, quoi. Et ça t'a pris combien de temps alors pour devenir vraiment chef opérateur? Alors là, c'est le truc en fait que jamais j'aurais pu imaginer, quoi. Et heureusement que je ne l'avais pas imaginé parce que je crois que sinon j'aurais abandonné. En fait, le truc, c'est que je me suis fait prendre par un piège. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de BTS, tu vois, c'était en 2000. Et en fait, en 2002, donc 2 ans après la sortie de mon BTS, on m'appelle pour faire une pub, mais une grosse pub télé, quoi. D'accord. Et avec des moyens, de la bonne pub, voilà, de la bonne pub télé. Mais je suis vraiment tombé parce qu'il y a un réalisateur qui m'a fait confiance, etc. Et j'ai cru à ce moment-là que c'était parti, quoi. Tu vois, j'ai fait une grosse pub télé, le mois d'après, j'ai refait une autre pub et je me dis, ça y est, c'est parti, je suis chef op à fond et tout, on va y aller, ça y est, je suis chef op, on va me rappeler, je vais me faire une bande démo et tout, machin. Et après, c'est retombé, bim, et il aura fallu que j'attende facilement 7-8 ans après. 7-8 ans. Mais alors, quand t'es retombé, mais t'es retombé sur je suis retombé sur des métiers d'assistant, des métiers de cadreur télé, enfin, pas de chef op. Et je pensais que c'était parti et en fait non, il me manquait encore l'expérience, il me manquait la bande démo qu'il fallait, les contacts et tout. Et moi je me suis dit ça y est, tu vois, je suis parti dans la pub. Puis c'était de la bonne grosse pub, diffusion télé sur toutes les chaînes et tout. C'était sur des yaourts à l'époque. Et voilà quoi, j'ai cru que c'était parti. En fait, pas du tout. Je suis retombé le bec dans l'eau et je me suis dit, mais ça va repartir. Non. En fait, c'est le piège. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devient pas assistant et chef opérateur du jour au lendemain. On ne dit pas que, tiens, le mois prochain, c'est fini, je ne suis plus assistant, je suis chef op. Ça ne se passe pas comme ça parce que c'est assez compliqué la transition entre, ou pareil, devenir par exemple chef électro et chef op. La transition est toujours très longue. Elle est d'abord, en fait, elle est exactement comme quelqu'un qui sort de l'école, c'est-à-dire qu'au début, on ne va pas travailler tous les jours, on va travailler par petites dates, etc. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que la transition va se faire dans la longueur, va peut-être d'un seul coup avoir un rythme assez rempli, puis d'un seul coup, ça va se désemplir, etc. Donc, ça va tout doucement, et la transition est aussi très, très difficile au niveau social à faire aborder, c'est-à-dire que forcément, quand tu es assistant caméra, par exemple, ou quand tu es chef électro, et que tu décides d'être chef op, tu dis, bon, allez, ça y est, c'est bon, c'est la bonne transition, je suis chef op, et clairement, les gens avec qui tu travaillais en tant qu'assistant ou électro ne vont plus t'appeler pour être assistant ou électro. Ils vont se dire, ça y est, tu as la casquette de chef op, on ne t'appelle plus, quoi. Donc, c'est toujours un risque de se dire, non, je ne suis plus assistant ou je ne suis plus électro. Voilà, il faut dire que si tu te mets en avant en tant que chef op, il faut dire que tout ce que tu faisais avant ne va pas forcément te rappeler, quoi. Donc voilà, c'est toujours très compliqué, c'est pour ça qu'il faut bien prendre son temps, voir si on a le réseau suffisant pour vivre de chef op. Et ça se joue toujours avec beaucoup de psychologie, quoi. Donc maintenant, tu peux dire que tu es chef op depuis combien de temps? Maintenant, ouais, alors j'ai toujours j'ai toujours un peu, en prenant du recul. Tu as une période où tu t'es dit, là c'est sûr, je suis parti, je suis chef la op. Période, c'était c'est simple, c'était entre 2007 et 2009. Voilà, ça a été la transition. Et à partir de 2007, je ne fais que des trucs de chef op, quoi. Et encore, je faisais encore du cadre télé facilement. C'est pour ça que la transition est très très compliquée. J'ai dû faire du cadre télé jusqu'en 2010, quoi. Voilà, on va dire que depuis 2010, je suis que chef op, quoi. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta façon de travailler, comment tu abordes un projet audiovisuel, comment ça se gère avec les équipes, comment tu… Alors dans le domaine fiction, parce que je fais principalement fiction, donc ce que j'entends fiction, c'est pub, clip, séries, téléfilms, etc. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ça se base évidemment toujours sur un scénario.
Voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est quand on rentre dans un projet, c'est d'abord d'évaluer un peu le budget. C'est-à-dire, est-ce qu'on rentre sur un projet où il y a de l'argent, clairement, ou on rentre sur un projet où il n'y a pas d'argent. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des visions complètement ouf si à la fin on te dit, ben non, on n'a pas le budget, on n'a pas le budget. Donc moi, avec le temps et l'expérience, j'ai appris à ne pas perdre de temps, justement. Et je me suis dit, alors, au grosso merdo, on ne te dira jamais le budget de ton projet, mais tu prends un peu la température et tu te dis, est-ce que je vais avoir des moyens? Est-ce que j'ai les moyens de tourner avec telle cam? Quels sont mes effectifs en termes d'électro? Est-ce que j'ai un électro, 2 électros, 3 électros? Est-ce que j'ai un assistant caméra, 2 assistants caméra? Bref, je prends la mesure de la température du budget. Et pour savoir si oui ou non, je peux partir sur des envies artistiques, voilà, parce que l'artistique, ça ne se fait pas gratuitement. Donc, je ne sais pas si on l'a dit, mais en tant que chef opérateur, si tu devais définir ton boulot, pourquoi justement le budget est important? Parce que voilà, en fait, la définition de directeur photo, c'est responsable artistique et technique d'un projet. Donc responsable technique, c'est-à-dire c'est le choix du matériel que tu vas prendre, donc forcément ça induit de budget. Et l'artistique dépend aussi de ce que tu vas prendre comme technique, etc. Donc tout tourne autour de l'argent. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. Il y a peu de chefs-op qui aiment bien parler de l'argent. Moi, il n'y a aucun tabou là-dessus. Moi, c'est le pognon, de savoir qu'est-ce qu'il y a comme argent, est-ce qu'il y a moyen ou pas, parce que je n'ai pas envie de me casser 2 bras et 2 jambes pour faire un projet s'il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc, on peut faire de très beaux projets. Attention, on peut faire de très beaux projets avec pas d'argent. Moi, j'ai fait des petites pépites avec pas d'argent. Mais c'est juste qu'on fait des pépites si on arrive à travailler avec la hauteur des moyens qu'on a. Donc, à partir de là, on va prendre un peu la température aussi au niveau du scénario. Quel genre de projet c'est? Moi, j'ai fait pas mal, par exemple, de science-fiction. Après, j'ai fait du policier. Voilà, on prend un peu la nature du scénario. Et ensuite, on va commencer à parler un peu ambiance. Ça veut dire que, alors quand c'est un réalisateur qu'on connaît, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas, donc ça va assez vite. Quand c'est un réalisateur ou c'est une première collaboration, c'est important de connaître ses goûts en termes d'image, parce qu'il y a des choses qu'il n'aime pas ou des choses qu'il aime, etc. Donc ça, c'est très important parce que il ne suffit pas qu'au plein milieu de tournage, ils disent « Ah non, mais là, j'ai vu les images, ça ne me plaît pas du tout. » Donc, c'est pour ça que c'est très important de se mettre en accord. Donc, ça va évidemment à côté de photos de référence, de films de référence, etc. etc. Et à partir de là, on va faire les repérages. Et à partir des repérages, on va établir une liste lumière, une liste caméra, mais la liste caméra est généralement plus générique. Parce que une liste caméra, ça reste une liste caméra, mais une liste lumière dépend bien évidemment des repérages, des lieux, si c'est accessible par les fenêtres, pas du tout, s'il faut des nacelles, s'il faut des échafauds, etc., etc. Et donc à partir de là, on va faire une liste lumière et on va la faire de façon intelligente, c'est-à-dire qui coûte le moins cher possible. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre tout et n'importe quoi. Il va falloir aussi gérer des plannings d'entrée et de sortie de projecteur pour pas qu'on prenne un projecteur sur toute la durée du projet. Enfin voilà, tout ça c'est de la préparation. Et après, c'est un peu comme si tu partais avec tes crayons de coloriage et tes feutres et tu y vas. Combien ça prend durer à peu près, donc tout ce temps de préparation jusqu'au… ça va très très vite. Hein. Tu vois, généralement, je vais dire un truc. Je vais partir par exemple sur une fiction longue, 90 minutes, un gros projet. Généralement, tu es prévenu 2 mois à l'avance, tu vois, que ce projet va arriver dans tes pattes. Et tout va se jouer les 15 derniers jours. C'est-à-dire qu'au début, c'est beaucoup de blabla, repérages, les repérages, tous les repérages se font généralement 1 semaine, 15 jours avant. Je veux dire, ça se joue sur les 15 derniers jours. Donc au début, c'est un peu lent comme rythme. Et après, bam, ça carbure. Donc repérage, liste lumière, liste caméra, essai caméra, préparation lumière, etc. Et voilà. Ok, alors donc une fois que le tournage a débuté, avec qui tu es le plus en relation? Alors, moi je suis entouré évidemment d'une équipe. J'ai 3 personnes, 3 chefs qui travaillent avec moi. J'ai un chef électro, j'ai un chef machinot et j'ai le premier assistant caméra. C'est vraiment les 3 personnes de confiance. Donc le premier assistant caméra, c'est la personne de confiance qui fait que tu vas faire abstraction de tous les problèmes caméra. C'est cette personne qui va gérer tout. En plus du point, de la gestion du matériel, du rangement, du fait que tout roule et que fait qu'on ne perd pas de temps. Voilà, c'est le master de la préparation du premier assistant caméra. Même chose pour la machinerie. Donc c'est tout ce qui est accroche, tout ce qui est déport, tout ce qui est machinerie, donc travelling, grue, stabilisation, sécurité sur le plateau,
voilà, sécurité, c'est genre, j'entends, qu'il n'y ait pas un projecteur qui se casse la gueule sur quelqu'un. Voilà. Et aussi le chef électro qui est toute la partie lumière, quoi, gestion de toute la partie de lumière. Donc à partir de là, quand tu es entouré, que tu es bien entouré de ces 3 personnes-là, tu peux faire totale abstraction du matériel. C'est ces gens-là qui le gèrent. Toi, tu t'occupes rien du tout. Et après, tu te tournes vers le métier tu tournes du côté du réalisateur et tu travailles avec lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que aujourd'hui, pour des questions budgétaires, quand tu es chef opérateur, tu es aussi cadreur. Voilà. C'est de moins en moins qu'il y ait des cadreurs uniques. Les seuls postes de cadreurs qui sont à profession à part entière, ce sont ceux qui sont généralement des cadreurs spécialisés, donc c'est-à-dire des opérateurs Steadicam qui viennent pour faire du stead et de la deuxième caméra. Et sinon, non, ton métier, c'est aussi de cadrer, donc ce qui fait que sur un tournage, tu as le cerveau qui est divisé en 2, entre faire la lumière et faire le cadre. Et faire le cadre et la lumière, ça prend autant de temps. Faire un cadre, c'est parfois très compliqué. Et faire la lumière, c'est aussi parfois très compliqué. Et quand il y a les 2 à gérer, c'est très compliqué. D'autant plus quand c'est de la caméra épaule, où forcément tu as la caméra épaule et que tu es collé, tu es greffé à cette caméra et tu es tout le temps obligé de la prendre pour avoir un rendu, pour voir le rendu, etc. Du coup, tu es moins libre et c'est très compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est… j'adore quand on cadre à ma place. Et du coup, quand tu as la possibilité, est-ce que tu demandes à la production un cadrant? Enfin, parfois, c'est quelque chose que tu imposes pour certains projets. Bah, tout tourne évidemment autour de l'argent, hein, parce que évidemment, c'est un poste en plus. Évidemment, quand il y a 2 caméras, il y a toujours un deuxième cadreur, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt rare aujourd'hui les projets où il y a un cadreur et j'arrive à faire abstraction. C'est vrai que les seules fois où j'ai eu un cadreur et que j'ai fait vraiment que le métier de chef opérateur, bah, putain, ça fait un bien de ouf. C'est énorme, quoi. Peut-être sur des gros projets, notamment quand j'ai fait Métal Hurlant, où c'était très 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 compliqué. Et encore, j'étais cadreur, mais parfois, j'avais pas la caméra et c'était du bonheur, quoi. D'accord. Alors, en tant que chef-op, quelle est la chose la plus complexe qui peut t'arriver, la chose la plus difficile auquel tu as pu être confronté sur un tournage? Si tu devais en parler d'une, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Mais… En fait, quand tu es chef-op, en gros, tu as un gros sac d'emmerdes qui arrive, bim, tu l'ouvres, tu n'as que des emmerdes tous les jours, mais même sur des projets ultra carrés. Hein, mais c'est le métier, hein, le métier de chef opérateur, c'est de gérer les emmerdes. Voilà, c'est pour ça que tu es payé. Tu n'es pas payé pour faire que de la lumière, etc. Tu es payé pour gérer des équipes et gérer un sac d'emmerdes. Donc, tu les prends un par un et tu règles le problème un par un. Et le problème le plus… récurrent peut-être Le problème le plus récurrent, ton problème numéro 1, c'est que tu rentres dans les temps, quoi. C'est le temps. C'est-à-dire que tu as 1 heure pour éclairer le matin, tu arrives à 8 h par exemple, c'est 9 h PAT, donc tu as 1 heure. Et il faut qu'à 9 h tu sois prêt, quoi. Je crois que le truc numéro 1, c'est le temps, quoi. Et le temps, c'est quelque chose qui est indivisible et s'il faut que tu mettes 10 minutes à éclairer, il faut que tu mettes 10 minutes à éclairer, quoi. Avec l'arrivée du numérique, dans une journée, tu rentres combien en temps de tournage à peu près? Alors là, ça dépend. Film utile. Alors ça dépend des projets. Au mieux, tu rentres 1 minute 30 et au pire, ça m'est arrivé de rentrer 10 minutes, quoi. Donc c'est vraiment… c'est très différent en fonction des projets, quoi. Mais le temps est quelque chose de vraiment… donc du coup, tu trouves des astuces pour travailler vite, quoi. Côté caméra optique, donc tu as des projets qui sont différents à chaque fois. Est-ce que tu as tendance à utiliser souvent le même matériel? Est-ce que les préférences parfois rentrent en compte ou alors c'est variable alors, encore une fois, ça dépend des projets. Et étant propriétaire de matériel, je travaille souvent avec mon matériel. On va dire que 80% des projets que je fais, c'est avec mon matériel. Donc mon matériel, c'est soit de la Red, soit de l'Alexa. En termes d'optique, j'ai 3 sets d'optique. Donc en fonction des projets, j'utilise telle ou telle optique. Après, donc ça reste très, très générique. Après, quand c'est des projets plus longs, sur du téléfilm et tout, je loue tout, quoi. Je fais tout louer. Et dans ce cas-là, je me permets de prendre des choses que j'ai, notamment des optiques que j'ai pas et que j'ai envie de tester. Mais sinon, ça tourne beaucoup. C'est vrai que je l'avoue, en ce moment, ça tourne beaucoup depuis des années entre Red et Alexa, quoi. Enfin, entre Red et Harry, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à jouer entre ces 2 caméras. Tu lis quand même ton choix de parc de matériel à l'intention de réalisation, au projet en particulier, pour un choix de format, Alors ça, je vais dire un truc. Moi, je vais être très franc. C'est que
tu peux faire la même image avec les deux caméras. En fait, il y en a beaucoup qui vont dire non mais moi je préfère telle chose à telle chose. Franchement, avec la caméra, avec la post-prod qu'on a aujourd'hui, tu les matches en 2-2. Par contre, là où il y a une grosse différence, ça va être sur le parc d'optique. Entre les optiques, là, il y a une réelle différence. Alors qu'on pourrait croire que c'est plutôt la caméra qui fait la différence dans l'image. Eh bien non, ce sont les optiques. Il y a des optiques, ça n'a rien à voir entre l'un et l'autre. Et donc, c'est plus un choix de l'optique. La caméra, c'est… voilà, c'est… franchement, d'ailleurs, tu regarderas un projet, je serais incapable de te dire si c'est de la RED ou de l'Alexa ou de la Varicam ou autre. Tellement que derrière, tu as d'autres maillons, tu as la lumière, tu as la post-prod, l'étalonnage et tout, qui font que ça maquille tout ça. Mais en termes d'optique, tu vois des différences, quoi. Du coup, une grande partie de ton boulot donc de chef op, c'est la lumière. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu la prépares? Comment tu la visualises? Voilà. Alors, déjà, la première chose, c'est le décor. Le décor fait 80% de ton image, quoi. Ça veut dire que si tu as un beau décor, tu arrives sur le set ou en repérage et tu dis putain, le décor il est terrible, tu sais qu'en lumière, ça va être facile. Si c'est un décor qui est compliqué, mais pas compliqué en termes d'aménagement, hein, il suffit que tu tournes dans une pièce avec 4 murs blancs, hein, c'est direct, et bien là, tu sais que tu vas en chier. Donc après, ce qui se passe, c'est que quand tu vas tourner, moi, ce que je fais, c'est que je plante d'abord le cadre. Si je n'ai pas le cadre, pourtant avec l'expérience, si je n'ai pas un cadre, je n'arrive pas à visualiser une image, quoi. Alors, tu anticipes, il y a certaines choses que tu vas anticiper. Quand tu sais, par exemple, je te donne un exemple, tu vas faire une entrée de lumière, tu ne vas pas attendre d'avoir le cadre pour faire l'entrée de lumière, tu vas commencer à anticiper certaines manœuvres et certaines positions de projecteur. Mais après, dès que le cadre est installé, j'ai besoin du cadre, j'ai besoin du rendu de la caméra pour pouvoir après finaliser la lumière. Donc, je suis rivé sur ce cadre et après… alors, maintenant, je travaille très simplement, c'est-à-dire que je me suis aperçu que plus tu travaillais simplement, plus c'était joli. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, j'en mettais des tonnes, et puis en fait, tu te rends compte que tu n'es pas payé au kilo pour faire de la belle lumière. Donc, parfois, c'est juste un projecteur, mais il faut que ce projecteur soit bien orienté, bien mis, bien réglé, et ça te suffit parfois à faire une belle image quand tu as un beau décor. Et après, tout dépend aussi des mouvements de caméra. Si c'est des plans fixes, ça va être plus simple. Si c'est des mouvements de caméra, ça sera plus compliqué. Si c'est un plan séquence qui tourne à 360 degrés, là, tu sais que tu vas en chier, quoi. Et je crois que la pire expérience qui a été faite il y a un an sur un téléfilm, où j'étais dans un décor, c'était une maison, mais qui était entièrement en verre, ça veut dire tous les murs 360 degrés en verre, ce qui fait que je ne pouvais pas éclairer. Et donc, j'ai dit, bon, je ne peux pas éclairer. Chaque fois que je mettais un projecteur, il se reflétait n'importe où, quoi. Donc je me suis dit, comme c'était une maison en verre et que c'était éclairé par la lumière du jour, je me suis dit, bon, voilà quoi, on va faire avec la lumière du jour et puis ça marche très bien. Donc parfois, il ne faut pas tout le temps se prendre la tête et voilà, quoi. Donc toujours lié à la lumière, je crois que tu travailles quasiment exclusivement avec la LED depuis quelques années. Ouais. Pourquoi ce choix? Comment la transition peut-être s'est effectuée? Alors la transition, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, c'est-à-dire que la LED est arrivée en 2012. Enfin, elle est arrivée bien avant, mais l'idée de mettre de la LED, de commencer à mettre des projecteurs en fiction autre que des petites minettes, est arrivée en 2012. Et en 2012, les projecteurs n'étaient pas très bons. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça avait le mérite de commencer. De toute façon, toutes les révolutions numériques ou de lumière qui commencent, ça commence toujours avec de la merde. Il ne faut pas se leurrer. On est là aussi pour essayer d'essuyer les plâtres, de faire des essais, de donner des améliorations pour l'avenir. Donc au début, ce n'était pas terrible et il a fallu attendre 2-3 ans pour que ça commence à être intéressant. Et à partir d'un moment où le parc à LED a pu au moins remplacer 80% du parc traditionnel de la lumière classique, je me suis dit, allez bingo, je vais faire que de la LED. Et l'avantage de la LED, moi pourquoi je travaille principalement à LED, c'est pour gagner du temps, parce que je gagne, j'ai estimé, je gagne à peu près un tiers du temps à travailler dans la journée. Comment ça se représente en fait Parce qu'en fait, déjà au niveau du confort de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ton projecteur est trop fort, tu tournes un petit bouton. Quand tu veux le réchauffer ou le refroidir, tu tournes un autre bouton. Avant, c'était, t'enlèves, tu mets une feuille de CTO, une feuille de CTB, tu mets un filtre neutre. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de démarches à faire, de réglages. Là, c'est juste, tu pilotes en tournant des boutons. Les sources sont parfois aussi plus légères, donc au lieu de faire des grosses accroches sur des murs, entre deux murs, etc., tu peux faire des accroches plus simples, plus légères. Ça consomme moins d'énergie, pratiquement à 10 fois moins d'énergie par rapport à du tungstène, donc forcément, tu peux tout mettre sur une prise 16 ampères, pas la peine de tirer de la ligne pour aller chercher du courant à fort ampérage.
Et puis surtout, ce sont des sources qui sont très polyvalentes. C'est-à-dire qu'avec un projecteur, tu peux faire maintenant plein de choses, des sources larges, des sources ponctuelles. Tu peux faire, enfin, tu as un aménagement des sources qui te permet d'être vachement plus polyvalent. Certes, ça coûte un peu plus cher en termes de loc, mais jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à tout faire entrer dans un devis équivalent à du traditionnel. Donc il a fallu pour ça que je revoie ma façon de travailler. C'est-à-dire de ne pas dire, bon, alors qu'est-ce qui va me remplacer, par exemple, quel projecteur va pouvoir me remplacer une mandarine ou un Fresnel ou un HMI. C'est d'un seul coup, on apprend un nouveau langage, donc on apprend de nouvelles habitudes, une autre façon de travailler. Et ça s'apprend, et parfois je me forçais à travailler en LED, alors j'avais envie de prendre parfois du traditionnel. Et voilà, maintenant je travaille couramment, enfin comme une langue, je parle couramment. Et visuellement, esthétiquement, ça se remarque en Non. éclairage Non. Très franchement, si tu fais le bon choix des sources, tu fais la bonne sélection des sources, je défie n'importe qui à voir que c'est que de la LED, quoi. Alors, est-ce que la LED a été bien acceptée par l'ensemble du milieu professionnel au niveau du cinéma, de la fiction, ou c'est encore en transition Alors, c'est pas du tout, enfin ça a du mal, c'est-à-dire que c'est marrant parce que la LED, c'est exactement la même chose que quand la HD, le numérique est arrivé en 2004-2005. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se sont pas intéressés du tout en disant « non, moi ça ne m'intéresse pas, je continue à travailler en argentique ». Sauf qu'à un moment donné, il se passe ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, quand tu fais un long métrage, 95% tu le fais en numérique, quoi. Donc que tu le veuilles ou pas, quoi. Et je pense que la lumière, ça sera pareil. Donc je me suis dit, plutôt que mieux vaut prendre le train en marche, d'accord, parce que la LED, c'est un projecteur qui sort toutes les semaines. Il y a un tel flux de projecteurs qui sort, alors qu'avant, sur du traditionnel, je veux dire, ton Fresnel, il pouvait faire 30 ans, quoi, tu vois. Ta mandarine, elle a été 10 000 fois rentabilisée. Là, c'est des projecteurs qui sortent toutes les semaines, des nouveautés, etc., etc. Et donc, du coup, je me suis dit, si tu ne prends pas le train en marche, eh ben, après, tu vas avoir une liste longue comme le bras pour apprendre tous les projecteurs et tout. Donc, c'est encore mal accepté dans le domaine de la fiction, mais j'ai envie de dire, c'est le problème de chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis absolument pas un commercial de la LED, hein. Je ne suis pas là pour inciter les gens à travailler en LED. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, ce que j'en trouve, c'est que depuis que je travaille en LED, je travaille plus vite et je suis surtout plus agréable sur les tournages. Je peux faire des blagues. Spécial dédicace à quelqu'un peut-être. Non, je suis vachement, je suis mieux dans mes baskets sur les tournages, quoi. C'est con, hein, mais c'est voilà, le fait de travailler avec des outils. Puis surtout, le LED, ça t'offre un panel d'outils supplémentaires que tu n'avais pas dans le traditionnel. Donc, en termes de créativité, tu fais des trucs extraordinaires, quoi. Du coup, le tournage a été effectué, donc tu as eu le montage. Toi, tu as encore l'étalonnage, qui est une phase importante. Est-ce que tu y participes beaucoup? Comment ça se déroule pour toi? Alors, l'étalonnage, c'est une partie qui est très importante parce qu'évidemment, c'est le dernier maillon de la fabrication d'une image. Il ne faut absolument pas négliger. Et donc, en fait, pour cela, moi, j'anticipe énormément. C'est-à-dire que dès qu'on tourne, j'ai toujours un accès sur les roches et je commence à regarder, à visionner les images. Et surtout, j'essaye, par rapport à la demande de la réalisation, de pouvoir déterminer une identité, donc un look. Et ça, c'est très important parce que le look et l'identité d'une image, ça peut correspondre ou pas du tout au réalisateur. Donc, dès que je commence à avoir quelques décors d'un projet, eh bien, je commence à regarder ça sur DaVinci, je commence à regarder avec des luttes, j'ai une bibliothèque de luttes que je commence un peu à regarder, traficoter, etc. Et je propose plusieurs looks que je propose au réalisateur. Le réalisateur fait généralement un choix, ce look-là, je l'aime bien, etc. Et donc, du coup, eh ben, je sais que toutes les images que je vais continuer à faire sur ce projet vont très sûrement s'adapter à ce look. Et ensuite, ça me permet de faire des screens, donc des captures en fait, un peu des images. Et comme ça, à l'étalonnage, il y a une trace et qui permet en gros à l'étalonneur de pouvoir un peu se référer au choix de l'identité visuelle que tu as déterminé avec le réalisateur, quoi. D'accord. Voilà. Donc après, quand ce sont des petits projets comme des clips, des pubs, tu n'es pas forcément là. Mais quand tu es sur des projets longs, de type fiction, long métrage, téléfilm, etc., tu es présent et tu veilles, évidemment tu surveilles avec l'étalonneur que tout se passe comme tu avais prévu, quoi. Toi, tu en fais personnellement? Moi, j'en fais l'étalonnage plus sur des petits projets, tu vois, mais après, sur les plus gros projets, il y a des étalonneurs, il y a des gens qui travaillent pour ça.
D'accord. Et combien de temps à peu près Et ben, par exemple, c'est simple, c'est assez formaté. Par exemple, sur un téléfilm, donc 90 minutes, c'est 4 jours d'étalonnage, pas plus. D'accord. Bim, c'est formaté 4 jours. Donc c'est pour ça que tu n'as pas intérêt à arriver à te poser plein de questions en disant tiens, ça je le fais chaud, je le fais froid, je le fais rouge, je le fais vert. C'est pour ça que j'essaie d'anticiper le travail en amont, quoi. D'accord, 4 jours. Et sur un autre type de projet sur du long métrage, c'est beaucoup plus long. Hein. Après, sur le long métrage, on est sur plusieurs jours. Mais voilà, sur des projets, ça va très 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 vite, quoi. Il faut être très rapide, quoi. Donc faut se poser les bonnes questions, quoi. Bon, alors on change un peu de sujet. Si tu devais raconter un souvenir, une anecdote, une expérience complètement folle ou phoque, laquelle tu raconterais? Alors c'est marrant parce que je voulais faire une vidéo, mais c'est pas grave, je vais en parler là. En fait, c'était en 2010, je pars à Dubaï faire 6 spots de Silite Bank, tu sais, c'est les produits nettoyants, etc. Voilà. Et à un moment donné, il y a une scène où qui se passe devant une maison et où tu as des gens qui rentrent dans une maison. Et en fait, on n'avait pas le temps de le terminer. On tournait dans un vrai décor, une maison et tout, sous le soleil, machin, etc. Et en fait, on n'a pas eu le temps de terminer cette séquence. Et du coup, on ne pouvait pas avoir accès à cette maison, etc. On avait besoin d'une deuxième journée de tournage. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont reconstruit toute la façade de la maison, la haie, le jardin et tout, en plein milieu d'un désert de Dubaï. Voilà, en plein milieu du désert. Les mecs, ils construisent une baraque avec la haie, des arbres, des machins et tout. Et donc, on va tourner la suite de ce qui nous manquait. Sauf qu'en fait, il y avait un truc qu'on n'avait pas prévu. Donc, tu vois, tu éclaires, tu mets des panneaux réflecteurs, machin, etc. Et puis, d'un seul coup, le problème, c'est que comme tu tournes dans un désert et que le sable, il est très clair, et du coup, c'est ultra aveuglant, quoi. C'est comme des grands réflecteurs par terre. Et du coup, la comédienne, elle était incapable de jouer. Elle était comme ça, les yeux fermés, elle est incapable de jouer. Et du coup, on s'est dit, merde, comment on va faire? Et la solution qui a été horrible pour moi, c'est que le réalisateur a dit, bon, c'est pas grave, on va tourner de nuit et puis on va rééclairer en mode jour, quoi. Et là, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que évidemment, c'est. Et ça s'est décidé assez. Ah ouais, rapidement. On peut pas tourner au jour. On est le jour, on va attendre. Toi, tu vas rééclairer, tu vas commencer à éclairer. Et ce soir, cette nuit, on est prêt pour tourner en nuit. Tu n'avais pas du tout de. Et voilà, voilà. En plus, tu es à Dubaï, hein, t'es traité. Voilà, eux, ils ont pas mal de matos là-bas, hein, ils ont pas mal de moyens et tout. Donc, du coup, il a fallu éclairer comme des fous furieux. Et quoi. ça a fonctionné, du coup, le résultat. Et du coup, ça a fonctionné et ça passe comme une lettre à la poste, tu vois que dalle. Voilà, c'est ça. Mais ça a été une torture, ça a été très compliqué, quoi. Parce qu'en plus, la chaleur et tout, c'est intenable, les soucis. Enfin, voilà, quand je te dis, tourner pour un directeur photo, comme pour un réalisateur, comme pour n'importe quel chef de poste, quand tu ouvres un tournage, c'est un sac d'emmerdes et à chaque fois que tu as réglé une emmerde, tu en as une autre qui arrive, quoi. Voilà. Et notre métier, c'est de régler les emmerdes sans que ça se voit. Du coup, on poursuit. Quel est ton film préféré et pourquoi? Alors, mon film préféré, moi, alors évidemment, quand je parle de film préféré, c'est évidemment en termes de lumière, parce que voilà. Mon film préféré, c'est Munich de Spielberg, où il y a un travail de lumière, j'adore, quoi. Couillu, vraiment le truc, j'adore, quoi. Comment il fait, comment il fait, je sais pas. Je rêverais d'être 3e, 4e stagiaire là-dessus, rien que pour voir comment il travaille. Mais c'est un travail de lumière, voilà, tu sens qu'il y a du budget derrière, évidemment, et tu sens que c'est ultra bien maîtrisé, quoi. C'est-à-dire que tu sens que la lumière, elle arrive, mais elle est réglée au poil de cul, quoi. Et que les comédiens, ils arrivent au poil de cul là où il faudrait pour prendre la lumière exactement. Les cadres sont magnifiques, enfin, c'est un vrai travail d'image, quoi. C'est le même chef-op qu'il a depuis. Et c'est le même chef-op qu'il a depuis le soldat Ariane. Et à chaque fois, Janusz Kaminski, à chaque fois, moi je suis en admiration parce que c'est un travail de lumière oufissime, quoi. C'est dingue, quoi. Et en France, on n'arrive même pas à la hauteur de ça, quoi. C'est vrai. Ah, c'est incroyable. Moi, je comprends pourquoi il fait tous ces films avec lui, hein. Le mec, c'est une brute, quoi. Voilà. Quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui souhaiterait devenir chef opérateur? Alors le conseil est toujours le même que je donne à tous les étudiants qui rentrent en BTS audiovisuel, c'est de faire un stage chez un loueur. Voilà.
Je pense que le point de départ, c'est de se confronter à la technique, au matériel et surtout aux configurations. Tu vois, toutes les configurations. Est-ce que cette optique peut aller sur cette caméra? Oui, d'accord, mais il faut pouvoir ajouter ça. Quel matbox tu vas pouvoir mettre? Ok, le follow focus. Enfin voilà, il y a un tel champ de matériel que le meilleur endroit pour apprendre, c'est de faire un stage chez un loueur, que ce soit loueur caméra quand tu as envie de te destiner au métier d'assistant caméra, ou loueur lumière quand tu as envie de te destiner au métier d'électro. Mais je pense que c'est le point de départ avant même de pouvoir mettre les deux pieds sur un tournage, quoi. C'est mieux d'arriver sur même stagiaire sur un tournage quand tu connais la configuration que quand tu ne la connais pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai souvent des stagiaires sur des films qui n'ont pas fait de stage loueur, ce qui fait qu'ils arrivent et ils sont avec une masse de matériel, ils sont complètement perdus. Et du coup, ils ont du mal, ils ont du mal à gérer. Et puis surtout, c'est mieux parce que de toute façon, c'est une étape qui est un peu obligatoire. Donc si tu as envie de te greffer après avec des équipes d'électro ou d'assistants caméra, bah mieux vaut te greffer avec tes bagages d'avoir fait un stage chez un loueur que d'arriver. Et après, l'assistant caméra ou l'électro te dira « bon, bah, c'est très bien, mais maintenant, il va falloir que tu fasses un stage chez un loueur. » Donc voilà, donc je pense que c'est mieux de commencer direct par un stage chez un loueur. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Est-ce que ça marche d'y aller au contact directement? Tu sors d'une formation et d'essayer de contacter des équipes, des boîtes de prod? Ah oui, ouais, en fait, ce que je dis aux étudiants, c'est que c'est toujours pareil. Moi, je reçois pas mal de demandes, etc., mais comme tous les chefs-op ou même les assistants caméra. Après, c'est toujours pareil, c'est est-ce que tu partirais en vacances avec quelqu'un que tu ne connais pas pendant une semaine, que tu n'as jamais vu, hein. Peu de chance. Voilà, donc c'est pareil parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que dans un tournage, il n'y a pas que le travail, il y a aussi le côté relationnel qui prime énormément. Et quand tu pars travailler à l'autre bout du monde, quand tu pars travailler où tu vas ne serait-ce à 100 km de Paris, etc., voilà, après, dès que le tournage est terminé, il y a une vie et tu vis avec ces gens-là, avec tout ce monde. Donc, il y a aussi l'entente et le fait de pouvoir t'entendre avec des gens, tu vois. Donc, c'est important, le relationnel est très important. Il faut qu'il y ait du feeling entre les équipes. Donc, vraiment, la boîte de location. Et la boîte de location, c'est terrible parce que justement, tu rencontres des gens. Oui, c'est un peu le carrefour de toutes les équipes techniques. C'est le carrefour. Et d'ailleurs, là, j'ai eu l'expérience, c'est que là, je suis parti donc, sur une série au mois de décembre et j'étais ici chez Axelel et tout. Et je discutais avec un électro et je disais… Ah là là, et on était là chez le loueur et je disais ah là là, il nous faudrait un électro de renfort. Tu connais pas quelqu'un, un électro de renfort, etc. Et juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est passé, et je te jure, et après, le mec, il a entendu, tu vois, il a tendu une oreille, et il est venu me voir, il me dit oui, j'ai entendu que vous cherchez un renfort. Je dis bah ouais. Et puis là, on a fait connaissance directe, ouais. Il était là devant moi, et on a discuté et tout. Et du coup, il a fait son renfort, et il se trouve qu'il a fait plus que le renfort parce qu'il a fait tout le film, quoi. Donc voilà, donc c'est très important. Ouais, ça, c'est une anecdote qui est arrivée il y a 3 mois, quoi. Donc c'est vraiment le carrefour et ça aurait pu être un jeune électro, tu vois. Donc c'est le carrefour, c'est les loueurs de caméra où il y a tous les assistants caméra qui se croisent avec les chefs-op et chez les loueurs lumière où il y a tous les chefs électro qui se croisent. On continue. En tant que chef-op, est-ce que ton métier a évolué depuis que tu as commencé dans ce domaine? Bah ouais, au niveau de la pratique, de l'état d'esprit? Oui, ça a évolué, ne serait-ce que la technologie, hein. Déjà. Ouais, moi j'ai commencé en travaillant en SD. Maintenant, on est en 4K. Donc déjà rien qu'en résolution, la technologie des caméras. Avant, on travaillait sur bande magnétique et maintenant on est sur des cartes. Avant, on faisait beaucoup de projets en argentique, on chargeait des magasins sur les caméras, etc. Il y avait des émulsions de pellicules, etc. Bah, maintenant, c'est numérique. Donc, ouais, moi, ça fait 20 ans maintenant que je travaille, donc j'ai vu une évolution énorme. Et j'ai aussi perçu une évolution aussi sur les gens. Et ça, contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas forcément une évolution très positive. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique, c'est terrible, sauf que ça a ouvert la porte à beaucoup de monde. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça s'est énormément démocratisé. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés qui, en sachant monter une caméra, prétendent être assistants caméra, etc. Sauf qu'après, il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs qui font que d'un seul coup, on peut tomber, si on ne fait pas attention, on peut tomber sur des gens qui sont pas assez expérimentés, quoi. Chose qu'on ne pouvait pas avoir avant, parce qu'avant, quand tu étais second assistant caméra en pellicule, déjà, tu étais une bête,
parce que tu étais capable de charger 120 mètres de pellicule dans le noir sans rien voir et d'être capable de gérer des problèmes de tout ça, quoi. Donc déjà, tu avais une genre de barrière, alors qu'aujourd'hui, ça c'est remplacé par quelqu'un qui met une carte dans un slot et qui vide une carte. Donc forcément, c'est plus accessible. Donc forcément, tu as des gens qui sont, qui sont pas forcément expérimentés, etc. Donc la sélection, il faut faire attention, quoi. Alors, un certain Janusz Kaminski, je ne sais pas si je le dis bien, que il me semble, bon, on en a parlé un peu plus tôt, qui t'inspire plus tôt, et il a dit lors d'une interview pour le film Ready Player One que dans une certaine mesure, ce n'est pas du cinéma pour moi, en parlant des techniques numériques qui étaient utilisées dans le film. Il déplore que la propriété artistique de l'image disparaisse depuis que le cinéma dépend un peu plus des techniques et des outils numériques. Il dit aussi que jusqu'à présent, si vous avez un bon metteur en scène comme Steven Spielberg, les résultats sont plutôt bons, mais si le réalisateur n'est pas impliqué, le directeur de la photographie perd le contrôle de l'image. Comment toi tu réagis face à ça? Bon, là c'est le cas d'un long métrage où il y a énormément d'effets spéciaux. Comment tu réagis face au développement technologique qui a été de plus en plus important, notamment depuis ces dernières années? Alors, Janusz Kaminski, lui, en gros, il se refuse de travailler en numérique. Il travaille en pellicule, mais il a raison. Je veux dire, il a raison. Parce que là-bas, aux États-Unis, quand ils font des films, ce n'est pas les mêmes budgets que nous. Donc, si tu veux, à un moment donné, s'ils ont les moyens de travailler en pellicule et de pouvoir faire de la pellicule, il n'y a pas de souci. Le problème en France, c'est qu'on a des budgets qui sont plus réduits, quoi. Donc, si tu veux, si c'est pour se couper un bras et une jambe pour pouvoir travailler en argentique, moi, clairement, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'adore l'argentique, je fais de la photo argentique et tout, c'est un support que j'admire, qui est merveilleux, etc. Mais plus en termes de passion que commercialisé, enfin au niveau travail, quoi, parce que y a pas, quand je vois ce qu'on nous demande de faire, déjà en numérique c'est compliqué, mais alors en argentique on n'a pas les moyens. Voilà, moi je dis ne pétons pas plus haut de notre cul, on n'a pas les moyens nous en France de travailler, de bien travailler en argentique, le faisons pas, quoi, ça sert à rien, ça va nous bloquer. Eux là-bas c'est un autre monde, ils ont les moyens, ils ont tout ce que tu veux. Voilà, c'est pas. Donc s'il peut. Et puis aussi, on n'est pas de la même génération. Je veux dire, il a quand même quelques dizaines d'années plus que moi et d'expérience qui n'a rien à voir plus que moi. Donc moi, je comprends que en plus, à son stade, c'est pas le mec qui va se dire tiens, je vais peut-être passer au numérique. Je veux dire, il va finir sa carrière dans l'argentique. Il n'y a aucun souci, quoi. Je pense que plutôt il aurait 30, 40 ans de moins. Tu vois, même 20 ans de moins, je dirais, putain, le mec, il faut quand même qu'il passe au numérique, quoi. Sauf que bon, c'est une génération de chefs-op qui font des superbes images, j'adore. Ils les font en argentique. Alors évidemment, il y a il y a du traitement numérique, mais même tu vois, il travaille beaucoup sans blanchiment, je sais pas si qui est une technique de développement de la pellicule très particulière qui fait que ça donne une image un peu plus contraste, avec des teintes plus désaturées, etc. Donc voilà, il a tout un savoir-faire, évidemment. Je ne sais pas moi qui va lui dire, mais qu'est-ce qu'il est con qui passe en numérique. Non, le mec, il a les moyens. Mais après, tu as numérique et numérique où le film est entièrement fait en studio. Voilà, alors c'est vrai que tu filmes des gens en costume avec des points. C'est ça. C'est là que c'est sûr que quand tu as du film où 80% c'est du matte painting, quoi. Tu te poses la question quand même que le numérique quand même a plus sa place, quoi. Mais quand je vois tout ce qu'il a fait, où il y a des effets spéciaux aussi, mais que ça ne remplit pas 80% du film, qui reste en argentique, c'est très bien, quoi. Il n'y a pas des esthétiques de films qui vont disparaître Moi, Pour toi, on prend une voie cohérente. Ouais, je trouve qu'on fait de très belles choses en numérique. Tu vois, j'aurais pas dit la même chose il y a 5 ans, par exemple. C'est très récent que le numérique aujourd'hui puisse égaliser l'argentique. Ça aussi, ça a été des débats pendant des années entre l'argentique et le numérique, qu'aujourd'hui on n'entend plus trop. Mais voilà, quoi. Aujourd'hui en numérique, on peut faire de très 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 belles images. Moi personnellement, j'ai travaillé en argentique à une époque où je travaillais en 35. Aujourd'hui, je ne me vois pas faire aucun des projets que je fais en pellicule, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas le… Tu vois, quand je vois qu'aujourd'hui on demande de tourner les répètes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de répètes, hein. Aujourd'hui on appelle ça des tourne-répètes, je sais pas, il y avait un terme, c'est genre ok on va y aller, bah écoutez on va faire une répétition, non on va la tourner, puis on verra bien ce qu'il y a, puis on sait jamais, si jamais il y a la grâce d'un acteur, tu vois. Donc on tourne les répètes, donc tu es là, tu n'as même pas fini ta lumière, tu es obligé de tourner, donc t'imagines en argentique, c'est pas possible, quoi.
Ah, mais du coup, ça bride. C'est justement ce que tu me dis, là, ça bride un peu l'expression du comédien, le peaufinement de l'équipe technique. Ouais, mais bon, après, je pense que après, c'est une façon de travailler, c'est une façon de s'organiser. Je pense que Janusz Kaminski, lui, il a une façon de s'organiser pour l'argentique. Mais après, lui, moi, j'ai vu, hein, il travaille en numérique. Hein, il ne fait pas que, il fait pas que du long métrage de Spielberg, il fait d'autres projets à côté. Et ces autres projets sont souvent en numérique aussi, quoi. Alors, Mathieu, tu as ouvert une chaîne YouTube il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? D'où est venue cette idée de te lancer un petit peu dans l'arène, on va dire ça, du YouTube? Ouais, alors je me suis mis dans le YouTube game. À la base, c'était parce que moi, en 2005, j'avais ouvert un site qui s'appelle Camera Forum, qui est donc une communauté de professionnels de l'image, voilà, qui est un forum. Et en fait, je me suis aperçu, en vue des statistiques, que depuis ces dernières années, ça descendait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça descend? Et je me suis dit, ça va être certainement avec Facebook. Tu sais, aujourd'hui, quand tu as un problème, tu poses la question sur un groupe et tout. Et en fait, je me suis aperçu un peu dans le tard que, en fait, aujourd'hui, quand tu es jeune et que tu as 18 ans, quand tu te poses une question, tu regardes sur YouTube. Et tu vas chercher, voilà, tu as des tutos. Et c'est extraordinaire. J'aurais rêvé, quand j'avais 18 ans, d'avoir YouTube, quoi. Ah, voilà. C'est pour ça que je me dis, quand aujourd'hui tu es étudiant, tu as accès à plein de making-of, tu as accès à plein de tutos, on t'explique plein de trucs. Bon, parfois, il y a beaucoup de conneries qui sont dites, mais voilà, tu as plein de trucs. J'aurais rêvé, quoi. Moi, à l'époque, j'étais dans une bibliothèque, on ouvrait des bouquins photos. Donc, il y a une richesse. Donc, je me suis dit, au début, je me suis dit, je vais peut-être me mettre sur YouTube. Et j'ai longtemps hésité, j'ai mis 2-3 ans à hésiter. Et en fin de compte, j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt, quoi. Ouais. Je suis arrivé un peu sur le tard. Et donc, du coup, voilà, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et je me suis dit, je vais faire des vidéos un peu pédagogiques, explicatives, etc. Tout en ne prenant pas la tête, quoi. Tu parles justement sur ta chaîne de plus en plus d'appareils photo hybrides. En tant que chef opérateur, comment toi tu perçois cette évolution de la caméra grand public, on va dire? Écoute, en fait, moi je me bloque à aucune technologie parce que quand tu es chef opérateur, il ne faut surtout pas se bloquer et faire l'impasse sur des technologies parce que tu ne sais jamais comment ça va se passer et tu sais très bien, et on sait très bien que la technologie des hybrides va avancer dans les prochaines années à grands pas, quoi. Donc, il ne faut jamais louper une technologie. Donc, moi, j'y m'y intéresse, contrairement à ce que beaucoup pourraient dire. Je m'y intéresse, j'ai des boîtiers, j'ai un GH5S, un A7 III, voilà, je m'intéresse aux nouvelles entrées et je me dis que je les teste régulièrement et je me dis que si demain, il y a un hybride, une caméra qui sort, et qui est à l'équivalent de ce qu'on utilise en RED ou en Alexa, et demain je tourne avec. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, le dernier tournage que j'ai fait, par exemple, en lumière, on était super léger, on était dans un petit camion avec de la LED, etc., etc. Et en fait, tu vois, côté lumière, c'est super light et tout. Tu te retournes côté caméra, c'est déroulante, des caisses, mais tu as 20 caisses pour faire une caméra, quoi. Tu as plein de caisses et tout, machin, etc. Et tu te dis, bon, ok, là, il y a vraiment une… Tu vois, donc, toujours dans l'optique de gagner du temps. De gagner du temps, puis surtout d'être plus léger. Et puis en fin de compte, tu te rends compte que plus tu allèges la technique, plus tu es plus libre dans ta tête pour travailler sur l'artistique. Donc je me dis que moi, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui de faire un film avec un GH5, avec de l'autofocus, avec tous ces… Je me dis que surveillons le jour où ça arrive et que ça arrive à l'équivalence, mais ça va le faire, hein, ça va arriver. Hein. Moi, je vois là, ça avance à grands pas. Quand ça arrivera, bingo, on remplacera, quoi. Mais j'ai pas envie de… Moi, si je vais changer de support de technologie, c'est pour me retrouver, tu vois, sur la même chose. J'ai pas envie de revenir en arrière technologiquement, tu vois. C'est comme la LED, c'est-à-dire que la LED, ça a existé, j'ai attendu, et dès que je me suis dit, ok, ça marche, c'est l'équivalence, bim, je suis parti sur la LED. Et je ferai la même chose avec des hybrides, sans souci, et même avec de l'autofocus. Le jour où il y aura un autofocus intelligent, parce que, en fait, il y a aussi ça, hein, et à chaque fois quand je tourne, je me dis, je pense autofocus quand je vois mon assistante qui pointe et tout. Je me dis, est-ce que ça, on pourrait le faire avec un autofocus? Non. Tu vois, il y a des bascules de points qui se font à des dialogues de façon très précise. Il y a une amorce qui rentre, un coup on y va, un coup on n'y va pas. Il y a un rattrapage de points très précis. Il y a des exemples où le facteur humain est encore… Le facteur humain est très important. Après, ça se programme. Tout ça, ces choses se programment. Mais… Et puis aussi, il faut aussi que cette technologie puisse s'adapter sur tous les optiques, aussi bien sur des optiques qui soient 100% manuelles. Donc, ça arrivera, je n'ai aucun doute.
Mais et je ne suis pas pressé ou pas pressé, rien à voir. C'est que je laisse les choses venir. Est-ce que c'est inquiétant pour le marché des caméras voilà, professionnelles? Est-ce que justement ils ne vont pas changer un petit peu leur façon de fabriquer les caméras et de s'adapter peut-être à ce nouveau public finalement? Bon, il y a quelques exemples, mais on voit justement sur ta chaîne, tu avais parlé d'un long métrage qui avait été tourné à la 7 III. Ouais. Bah, par exemple, là, moi je trouve que ça… Enfin, j'ai expliqué, tu vois, que c'était aberrant parce que je me suis dit, les mecs, c'était tellement une galère au niveau ergonomique qu'ils ne sont pas fait chier. Là-bas, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont pris un optique, une caméra. Voilà. Ils ont l'optique qui coûte 30 000 balles pièce, tu vois, qui sont des Hawk anamorphiques à 1.3. C'est 30 000 balles pièce, d'accord. Le boîtier, c'est 2 000 balles. Bah, ils se sont dit, bah, écoute, on va prendre un optique et on va faire toute l'ergonomie autour d'un optique. Donc, au lieu de changer les optiques sur une caméra, eh ben, on change de caméra, tu vois. Et je ne vois absolument pas l'intérêt. Et puis pour moi, si j'ai envie de tourner avec un hybride, mon but, c'est de m'alléger. Quand tu regardes le making-of, le mec, il a un arbre de Noël, quoi. Il a un arbre de Noël. Donc, je ne vois pas l'intérêt, là. Et pour moi, c'est pour ça que je qualifie ça plus d'une façon commerciale de le faire que sur une façon de s'alléger, quoi. Donc, les mecs, en plus, pour un budget de 10 millions, ils auraient pu… Voilà. Mais je pense que voilà, c'est parce que c'est Sony, c'est produit par Sony, distribué par Sony. Et puis on s'est dit, tiens, les filmmakers, ils vont adorer ça, quoi. Dans une récente vidéo, tu racontes que tu kiffes le micro 4 tiers. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, sachant que tu possèdes également un A7 III voilà. Et ben, en fait, c'est très simple. Alors, en fait, ce qui est important quand on choisit un boîtier, c'est de se poser la question, quelles sont les optiques qu'on va pouvoir mettre derrière. Moi, j'aimais bien le full frame parce que je peux adapter mes optiques avec une monture, un adaptateur E-mount PL, je peux adapter mes optiques ciné, etc. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Après, je me suis posé la question, moi, ce qui m'intéresse sur un hybride, c'est de partir sur une configuration légère. Donc pourquoi pas aussi avoir des optiques plus légers. Et aussi, il y a un truc qui me séduit énormément sur le micro 4 tiers, c'est que le fait que comme le capteur est 4 fois plus petit qu'un full frame, du coup le champ de couverture est plus réduit et du coup les ouvertures des optiques sont aussi plus ouvertes. Et là, je précise une chose parce que j'ai eu plein de commentaires qui disaient « Oui, non, c'est pas vrai, un optique qui ouvre à 2.8 un optique qui ouvre à 2.8 en micro 4 tiers correspond à un optique qui ouvre à 4 en full frame. Alors ça, j'ai eu plein de trucs, je me suis renseigné, je me disais mais où est-ce que les gens vont chercher ça? Et en fait, effectivement, il y a une vidéo qui traite de ça, mais qui n'a rien à voir avec l'optique, mais qui a plus à voir sur la taille du capteur, qui est un capteur plus sensible Donc ça n'a rien à voir avec l'optique. Un optique, quand il ouvre à 2.8, quel que soit le capteur que tu lui mets, il ouvrira toujours à 2.8. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut se dire. On faisait pareil à l'époque quand on mettait des optiques 35 sur des caméras 16, parce qu'il y avait une plus grande diversité dans les objectifs 35 que dans le 16 mm. Donc on prenait carrément des objectifs 35 qu'on mettait sur les caméras 16, et ben, l'ouverture que donnait l'objectif était le même pour du Super 16. Donc attention, c'est pour ça il y a beaucoup d'informations, de faux trucs qui circulent un peu sur le net. Et donc du coup, je me suis dit, il y a des optiques qui sont intéressantes, plus compactes, plus intéressantes, notamment les Noctons, là je trouve ça formidable. Il y avait le réalisateur sur la série, il avait un Nocton et j'ai vu, putain, alors c'est 100% mécanique, il n'y a pas d'autofocus, de stabilisateur et tout, mais j'ai trouvé que c'était des bons optiques, etc. Et surtout, je trouve que le GH5 est une bonne caméra, quoi. En termes de, moi, ce que j'appelle caméra, c'est en termes de, déjà d'ergonomie et puis de rendu des peaux. Pour moi, ce qui est très important dans une caméra, avant toute chose, c'est le rendu, quoi. Le rendu des couleurs, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas fan de Blackmagic, parce que Blackmagic, c'est en termes de rendu, notamment en 3002, c'est pas ce que je préfère, quoi. Donc voilà, donc je me suis intéressé sur cet appareil, et puis là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise plus le GH5 que le A7. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent, le 4 tiers, les gens qui en ont peur, ils se disent, voilà, j'ai une couverture, un angle de champ beaucoup plus resserré, je vais perdre ma petite profondeur de champ. Ouais, mais en fait, c'est vrai, mais en même temps, si c'est pour quand tu es en full frame, avoir des optiques qui ouvrent à 4, et d'un côté, quand tu es en micro 4 tiers, d'avoir des optiques qui ouvrent à 2.8, voire même qui ouvrent plus, moi j'ai fait des très jolis flous, je fais de très jolis flous en micro 4 tiers. Et c'est vrai que, mais j'étais le premier, moi j'étais le premier, j'ai fait des vidéos, j'ai dit oh non, mais le micro 4 tiers ça m'intéresse pas et tout. Et puis comme Emmanuel Pampuri en parlait beaucoup, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a, tu vois, mais qu'est-ce qu'il est.
Et c'est vrai, après il suffit de tester. Et je t'avoue que je l'ai testé, c'est quand j'ai tourné cet hiver la série, où j'ai le réalisateur qui est venu avec son GH5 et un Nocton. Et à un moment donné, on tournait une séquence avec la RED, donc on tournait ça en RED. Et il s'est mis à côté, on a fait un side-by-side en 3002, tu vois. J'ai pris les rushs le soir et j'ai comparé, tu vois, GH5 RED. Et je me suis dit, ouais, en 3002, en plus en éclairage 3002. Et je me suis dit, waouh, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal du tout, quoi. Et au niveau des rendus, ah ouais, on aurait pu matcher les deux, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, le GH5, pas mal, quoi. Ok. Voilà. Alors, Mathieu, tu enseignes également en BTS audiovisuel, donc déjà depuis pas mal d'années. Ah bah, depuis 2002. Ouais, donc effectivement. Voilà. Est-ce que tu as remarqué des différences au niveau des caractères, des motivations, de l'implication des jeunes? Bah aujourd'hui, les jeunes, ils sont ultra impatients, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir de l'école, ils veulent être chef-op, quoi. Direct, chef-op ou réal, etc. Alors je leur explique, souvent j'essaie avec grande pédagogie, je leur explique que, effectivement, prenez votre temps, surtout prenez votre temps, parce que le pire, c'est de courir plus vite qu'on peut le penser et se fracasser la gueule. Car il ne faut pas oublier que, contrairement à l'école, quand on se ramasse la gueule dans ce métier, bah, on ne se relève pas, quoi. On a du mal à se relever et pour se relever, c'est très compliqué, quoi. Donc je leur ai dit, prenez votre temps, vous avez tout le temps. Vous savez, après, vous allez vous faire chier, quoi. Si à 25 ans, vous êtes chef-op, à 50 ans, qu'est-ce que vous allez vouloir être? Donc prenez votre temps, voilà. Et j'essaie d'expliquer que la vie professionnelle est parfois très dure, qu'il y a une sélection naturelle qui est très dure. Donc prenez votre temps et voilà, quoi. Généralement, c'est quel choix de métier ils sont intéressés par quoi? Oh bah, généralement, je veux dire, c'est exactement comme moi quand j'avais 18 ans, hein. Boum, réalisateur. Voilà, parce que pour toi, tu connais le métier de réalisateur, producteur, scénariste, monteur, ingénieur du son. Tu vois, et à côté de ça, tu ne connais pas les autres métiers, quoi. Donc le seul métier, moi, je voulais, tu vois, j'avais envie d'être le mec qui prend la caméra, quoi. Donc je voulais être effectivement soit cadreur, soit réalisateur. Mais voilà, c'est beaucoup réalisateur ou même parfois c'est bien quand déjà tu as envie d'être chef-op. C'est bien, quoi, déjà d'être envie de chef-op, déjà tu as un but. Sauf qu'il faut te dire que quand tu sortiras de l'école, il va falloir que tu passes par des métiers, voilà, des premiers métiers pour arriver à être chef-op, quoi. Est-ce que tu conseilles le BTS s'il y a des personnes là, qui nous écoutent et qui seraient intéressées par la fiction, le cinéma, et moi qui je cherchent trouve une formation? Alors je trouve que le BTS c'est pour moi une super formation, sauf qu'il faut faire très attention, car c'est une formation qui est très scolaire. Voilà, c'est très scolaire le BTS. Mais pour moi c'est quand même une super formation. Tu as l'équilibre au niveau des connaissances et de la pratique du terrain. Ouais, tu fais. Il y a du matos, il y a plein de matos, etc. Mais c'est on va t'apprendre vraiment les bases, vraiment la base du métier de cadreur. Enfin, tu vois, moi, j'apprécie. Surtout que j'apprécie les cours de technologie, quoi. C'est très important la technologie. Parce que c'est des choses que tu n'apprends pas forcément sur un tournage, parce que la technologie, c'est des choses, voilà, c'est comment on expose, le signal vidéo, les codecs, la quantification, toutes ces choses-là, les gammas, toutes ces choses qui sont très importantes. Et forcément, tu l'apprends pas forcément tout le temps sur un tournage. Donc c'est bien de l'apprendre dès le début, d'avoir des bases solides, et après tu as évidemment 80% du reste à apprendre sur un tournage. On en a déjà parlé, mais on ne peut pas arriver sur un tournage sans avoir ses bases. Bah ouais, c'est-à-dire qu'il y en a, ils pourront te dire, moi je trouve que le mieux c'est d'apprendre sur le terrain. Ouais. Il y a deux écoles effectivement, c'est soit apprendre sur le terrain, sauf que en fait, moi j'ai remarqué des choses, c'est que les gens qui ont appris sur le terrain, ils vont être très bons, ils vont très bien manipuler le matériel et tout, sauf qu'à un moment donné, ils vont leur manquer quelque chose. Et ce petit quelque chose fait qu'ils vont avoir envie d'avoir une formation courte, accélérée, pas du tout scolaire, mais des formations d'une semaine, 15 jours de temps en temps pour les remettre. C'est pour ça qu'il y a des formations professionnelles qui durent une semaine, 15 jours, où d'un seul coup, on va te bourrer le crâne, on va t'expliquer le signal vidéo, le codec, le machin, etc. Et beaucoup de ces gens-là qui viennent là-dessus, ce sont des gens justement qui ont été autodidactes, qui ont appris sur le terrain. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas pu apprendre. Donc, ils font ces formations professionnelles. C'est pour ça que je me dis, ça, c'est des choses que tu peux apprendre quand tu as 20 ans, quand tu es à l'école, tu le fais. Puis après, de toute façon, c'est clair, c'est quelle que soit l'école que tu sors, même Lumière, tout le reste est à apprendre sur le terrain. Ouais. Donc, tu rentreras par la même petite porte. Tous au même niveau, plus ou moins. C'est ça qui est génial dans l'audiovisuel, contrairement à d'autres métiers, c'est que quelle que soit l'école, même si tu n'as pas fait d'école, tout le monde rentre par la petite porte. Voilà.
Donc c'est pas parce que tu as fait t'as bac plus 5 que tu vas te retrouver direct premier assistant caméra ou chef opérateur ou cadreur. Tout le monde par la même petite porte. Alors on revient là par rapport à ta chaîne. Dans une de tes vidéos intitulée Vlog utiliser des hybrides au cinéma, tu as dit avoir remarqué que les vidéos où tu parles d'appareils hybrides, de matériel, cela fonctionnait plutôt bien. Ouais. Mais par contre, tout ce qui était vidéo tuto, explication sur la lumière, il y avait un petit peu moins d'intérêt. Ouais, donc maintenant, chaque fois que je fais une vidéo, dès que je parle de Blackmagic Pocket ou de GH5, A7 III, etc., forcément, en termes de vues, je fais 4000, 5000, 10, 15 000 vues, etc. Et plus je suis polémique, alors plus ça monte, quoi. Et en fait, et je me dis, c'est con parce que parfois je fais des vidéos que j'estime assez intéressantes où j'explique comment on crée une ambiance, comment par exemple, on gère les raccords lumière quand on a plusieurs axes et tout. Et ça décolle pas, quoi. Alors je me dis, je me mets à la place des gens qui vont sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors je m'aperçois que par exemple, quand tu fais une vidéo où tu dis voilà comment rendre un côté cinématographique, voilà, les gens ils kiffent, ils adorent. Sauf qu'en fait, tu as l'impression que, moi c'est, enfin je sais pas si tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que les gens se mettent trop sur le matériel, pensent qu'il n'y a que le matériel qui fait que tu peux avoir une image cinématographique. Alors que le matériel reste du matériel et qu'il y a aussi un travail, une façon de travailler, une façon de faire de la lumière et tout qui peut aussi t'aider à avoir une image plus cinématographique. Quand j'entends plus cinématographique, c'est-à-dire voilà, qu'on comprend que ça fasse plus fiction et qui ressemble plus à ce qu'on peut voir dans des films. Donc c'est pour ça que je suis un peu je dirais pas déçu, mais je regrette quoi, que ça fasse plus de vues là-dessus. C'est pour ça que je me permets de faire du bon titre putaclic, tu vois, pour piéger les gens, de dire tiens, de toute façon, il n'y a que comme ça à l'hameçon que tu vas les attraper. Et bim, je vais t'intéresser à un truc. Et puis, peut-être une vidéo plus tard, je vais te parler d'un produit très professionnel, tu vois. Je vais te parler de la Varicam, je vais te parler d'un projecteur, d'un gros projecteur, je vais te parler de trucs. Voilà, mais comme ça, je me dis, moi, je les ai piégés et je les amène, tu vois, à aller voir ce qui se passe un peu plus haut, quoi. Donc, voilà. Est-ce que le marché justement des caméras grand public alimente pas cette envie un peu parfois compulsive de toujours avoir le dernier modèle, toujours une surenchère de, en plus, la meilleure 4K Ouais, en plus, je veux dire, je trouve que c'est… c'est-à-dire que très clairement, dans le modèle des hybrides, c'est un modèle c'est un domaine qui est en pleine évolution, quoi. C'est-à-dire qui est en train de monter, grimper en flèche. Donc c'est sûr que plus tu auras le dernier modèle, plus l'image sera belle, quoi. Alors que professionnellement, dans les cadres des caméras professionnelles, ça fait longtemps qu'on a eu cette pente ascendante. Ça a eu lieu il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, ça stagne un peu déjà au niveau professionnel. Moi, je travaille aujourd'hui avec des caméras qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, quoi, tu vois. Enfin, peut-être pas 8 ans, mais entre 6 et 7 ans, tu vois. Et qui font de très belles images. Et les hybrides, eux, arrivent derrière, qui d'année en année sont de meilleurs, de plus en plus meilleurs, mais ils ne sont pas encore arrivés au stade de vieille caméra, quoi. Donc moi, le truc, c'est qu'effectivement, quand tu travailles avec les hybrides, tu es en pleine ascension. Donc c'est vrai que la caméra qui sort aujourd'hui aura une meilleure image que celle qui est sortie il y a 2 ans. Ça, c'est inévitable. Mais après, à un moment donné, ce qui va se passer, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est quand on arrivera à l'épaule de courbe, et là où ça va se stagner à un moment donné, ça veut dire que là, comme ça stagne en ce moment du côté professionnel, hein, on a des caméras qui sont… voilà, on est en train de se stagner un peu, quoi. On ne sait plus quoi inventer pour sortir de nouvelles caméras. Donc ça stagne. Et puis là, voilà, quand ça sera arrivé en haut, l'hybride aura arrivé en haut de la pente, ça deviendra intéressant, quoi. Enfin, à mon stade. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça monte, ça… Mais toujours vouloir la meilleure image, il faut bien dire aussi que la meilleure image, tu peux filmer en 8K. Ça, c'est clair. Pas ça qui va faire la différence. Ça, c'est clair. Exactement. C'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant de tourner avec des caméras qui font du 8K, etc. Parce que très clairement, ce qui est important, il n'y a pas que la caméra. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a pas que la caméra qui donne un aspect cinématographique, une belle image. C'est surtout la façon comment on la travaille, quoi. Ça, c'est ultra important. Et c'est pour ça que il faut regarder des tutos, des manières comment on éclaire et tout. Et même, moi j'ai vu des trucs faits avec un Canon 5D. Bon là j'ai extrapolé énormément, mais avec un Canon 5D on peut faire de très belles images, quoi, tu vois, dès lors qu'on sait maîtriser. Même l'optique, j'ai l'impression qu'il est quasiment exactement plus essentiel que ce que tu as derrière. Pour moi l'optique c'est le plus important. Et d'ailleurs c'est ce qui coûte le plus cher. Parce que les gens ils comprennent, il y en a ils sont effarés, ils ne comprennent pas qu'un optique ça coûte plus cher qu'un boîtier. Tu vois, mais c'est normal. Je veux dire, moi, mes sets d'optique, c'est 20-30 000 euros. Et encore,
20-30 000 euros un set d'optique, c'est ce qui est de moins cher. Sinon, un set d'optique dans la profession, quand tu veux partir sur une série Cook, une série de Master Prime, c'est 200 000 euros, quoi. 200. C'est pour ça. Et quand j'entends dire des gens dire « Ah putain, 3 000 balles un optique, c'est cher », j'ai envie de dire « Mais mec, regarde, un Master Prime, un optique d'une série, c'est 20-30 000 balles, quoi. » C'est donné. Et les caméras, c'est pareil. Quand j'entends dire des gens dire « Ouais, 5 000 euros, une caméra, c'est cher ». Mais t'as pas idée qu'il y a 10-15 ans, une caméra, c'était, et pourtant c'était une caméra de merde, c'était minimum 60 000 balles, quoi. Et ça allait jusqu'à 500 000 balles, un demi-million d'euros. Non, euros. Il y avait les Sony, je te parle dans les années 2004-2005, il y avait des grosses Sony, c'était 500 000 balles, quoi. Et d'ailleurs, et à l'époque en francs, effectivement, moi quand je suis sorti du BTS, moi je rêvais d'avoir une caméra 35 mm, j'avais regardé les prix, et c'était effectivement 1 million de francs, donc 150 000, 200 000 euros. La caméra est encore pas accessoirisée, ce sont les optiques, hein, mon grand. Donc ce qu'il faut te dire, c'est qu'aujourd'hui, une caméra à 5 000 balles, c'est pas cher. Parce que tu serais arrivé dans le domaine de la vidéo 10 ans avant, bah, personne ne s'achetait des caméras d'ailleurs, où tout le monde avait des petites DV, parce que dès lors que tu voulais avoir des plus grosses caméras, c'était paf, minimum 50 000 balles, quoi. Donc, et sans optique, hein. Donc, non, c'est pas cher, une caméra à 5, même à 10 000 balles, c'est pas cher. Alors, ça peut être cher, évidemment, pour celui qui veut y mettre le prix, se l'acheter. Mais dis-toi que c'est déjà 10 fois moins cher de ce qui pouvait exister avant, quoi. Qu'est-ce que tu recommanderais à un profil de personne qui débute la vidéo, qui jusqu'à présent avait peut-être juste un smartphone et qui souhaite se lancer, commencer un petit peu à faire ses armes? Tu conseillerais plutôt une caméra aux alentours de 1500, 2000 euros, ou alors vraiment prendre ce que tu as? Non, moi je pense que la première chose, c'est d'acheter de l'occasion déjà. Pour te faire la main, tu achètes d'occasion. J'avais exprimé dans une dernière vidéo de pourquoi pas acheter la petite Blackmagic Pocket V1 qui tournait en HD, qui était très bien. Voilà, de tourner avec, hein, parce que ça, tu les trouves à des petits boîtiers à 200-300 euros. Tu vois, avec des batteries et des trucs sur le bon coin. Donc je trouve que pour faire la main, c'est bien, quoi. Moi je vois plein de gens, ils demandent qu'est-ce que je peux acheter pour moins de 1000 euros. Oh, putain, mais moins de 1000 euros, qu'est-ce qu'on peut acheter avec des optiques prêts à être utilisées? Tu vois, je vois pas. Donc je dis, va vers de l'occasion. Achète-toi, je sais pas moi, un vieux Canon 5D ou une vieille Blackmagic, fais-toi la main dessus. Puis après, peut-être que ça va te faire chier la vidéo dans 6 mois et puis tu vas tout dégager. Et puis si tu as envie de continuer, bah, tu continueras, tu achèteras, voilà, quoi. Moi, j'ai jamais tout acheté d'un coup, hein, il n'y a pas longtemps, tu as reçu une nouvelle série d'Optique Cinéma. Ouais, elle est là, elle est dans la boîte qui est là. La série Atlas en Orion, ouais. Orion en anamorphique. Voilà, juste 2-3 mots. Eh ben, écoute, j'ai fait pour l'instant un tournage avec la semaine dernière, qui est un clip de Chimène Badi, qui va bientôt sortir. Et j'ai vu le résultat, j'ai reçu aujourd'hui l'étalonnage et tout. Ils sont merveilleux, quoi. Et là, je pars tourner demain, faire une pub avec. Et ils sont super merveilleux. Pourquoi cette série t'intéressait? Bah, enfin voilà, quand tu connais un peu les différents objectifs qui peuvent s'offrir sur le marché, c'est vrai que tourner en anamorphique, c'est super. C'est la tendance depuis il y a quelques années quand même, mais c'est la grande tendance, quoi. Je veux dire que quand tu allumes la télé, tu regardes les publicités à la télé. On va dire que entre 50 et 70% des pubs que tu vois sont tournées en anamorphique. C'est un grand kiff, l'anamorphique. Est-ce que ça peut s'observer visuellement? Enfin, comment on peut le savoir? L'optique anamorphique, c'est, on connaît, beaucoup de gens le savent sans peut-être forcément le savoir. Mais c'est par exemple, c'est la forme des bokeh, qui sont des bokeh qui sont ultra étirés vers le haut, qui ne sont pas sphériques, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas symétriques, horizontales, verticales. Ils sont plus, voilà, ils sont étirés vers le haut. Donc ça crée des super beaux bokeh. Les flares avec du strict blue, quoi. Des flares, voilà, c'est très… et puis c'est surtout aussi le sentiment, c'est surtout ça, c'est que quand tu fais du 2.35, eh ben, généralement moi je faisais du 2.35, je prenais une image 16/9 et puis baf, paf, tu colles 2 bandes noires. Tu as vraiment l'impression de perdre la moitié de ton image en l'air, quoi. Alors que le principe de l'anamorphique, c'est justement,
c'est que tu fais en sorte que tu récupères le maximum du capteur pour pouvoir… Si tu pouvais le définir vraiment, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, très simplement. Ah bah alors l'anamorphique, en 2000 c'est un peu compliqué, mais c'est en gros, c'est un objectif très particulier qui n'a pas la même focale en horizontal et en vertical. Donc déjà, quand tu te dis ça, tu dis wow, qu'est-ce que ça fait comme rendu? Et qu'est-ce que ça fait comme rendu? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un optique qui va compresser optiquement dans l'horizontalité l'image, mais pas en vertical, uniquement en horizontal. Et donc du coup, après en post-prod, eh ben, on va la redécompresser dans l'autre sens et on va avoir un ratio, une image très étroite, voilà, qui fait évidemment très cinéma parce que tu es obligé de mettre des bandes noires parce que c'est très étroit. Et du coup, du fait de faire cette déformation optique, eh ben, tu apportes d'un seul coup plein d'effets un peu particuliers, notamment dans les bokeh, dans les flares. Et comme c'est un effet qui est fait principalement dans le cinéma, tu vois, jusqu'à présent, parce que à la base, c'était un effet qui était inventé pour le cinéma. Hein. Du coup, forcément, tout ce qui se réfère au cinéma est sacralisé. Quoi, tu vois, donc, du coup, tu as l'impression de faire des belles images de cinéma. Enfin, tu vois, je suis comme un gamin de 18 ans qui s'achète une Blackmagic Pocket. Tu vois. Donc, d'un seul coup, j'ai quelque chose. Et c'est vrai que c'est super beau. Quoi. Est-ce que, on va dire, l'abondance des caméras grand public, voilà, ce marché qui touche beaucoup plus de monde, qui est en développement déjà depuis quelques années, est-ce que toi, en tant que chef opérateur, ça pourrait t'inquiéter? Est-ce qu'une production pourrait se passer finalement d'un chef opérateur? Très franchement, non, je m'en inquiète pas parce que… je sais pas, je m'inquiète pas parce que… Enfin, je devrais peut-être m'inquiéter, j'en sais rien, mais je pense que ce qui est le plus dangereux, c'est de ne pas s'adapter. Voilà, moi, ça ne me dérange absolument pas de m'adapter sur n'importe quel support. Et je pense que le plus dangereux, c'est de ne pas vouloir s'adapter à la nouvelle technologie. Pour moi, c'est le plus dangereux, c'est là où j'aurais des raisons de m'inquiéter. Comme je suis quelqu'un qui fouille partout, je veux dire, j'ai tous les flux RS de tous les blogs américains, etc., de n'importe quelle nouveauté qui sort, notamment quand ça sort du NAB ou de l'IBC, donc je suis à l'affût de tout. Donc, je pense que, comme Emmanuel Pampuri, il faut être un peu geek. Voilà. C'est important d'être geek pour pas justement se faire avoir et d'un seul coup de se dire « Oh bah, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle plus, c'est pas normal. Oh mais il tourne sans moi. » Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, c'est juste, il faut faire très attention, il faut surveiller le marché et s'adapter. Après, c'est plus facile de le dire que de le faire. Mais les mentalités vont pas changer ou ne sont pas déjà en train de changer? Est-ce que les clients… Ah mais moi je vois des trucs, par exemple je vois des projets qui sont faits par une seule personne, hein, des youtubeurs et tout. Je vois même des chaînes YouTube ou des mecs qui font même en vlog, qui se filment et tout. Et je me dis, mais putain le mec il est tout seul avec une caméra et ces images elles sont super belles quoi. Elles sont super belles. Alors, ouais, je pourrais m'inquiéter, mais je me dis, bah, s'il le fait, moi, je peux être capable de le faire, tu vois. Et voilà, et je me dis que peut-être, enfin, je sais pas, après, me dire en fiction, est-ce que le mec serait tout seul avec sa caméra? Il y a encore c'est encore des médias, des supports différents. Non, moi, je pense qu'il faut surveiller, et puis, ouais, évidemment, moi, je suis directeur photo. Si demain, on n'a plus besoin de directeur photo, ça va me faire chier, quoi. Et comme j'ai pas envie d'être réal, ça m'intéresse pas. Donc, ça va pas du tout. Est-ce que dans la profession, ça se fait de chef opérateur? Ah oui, bah, j'ai eu plein de fois, on m'a proposé de réaliser des petits trucs et tout, qui est souvent le point de départ d'un début de carrière de si je veux être réalisateur. Parce que toi, en tant que chef op, tu es quand même une des personnes les plus proches du réalisateur, donc au cours de ta carrière, tu connais quand même ce que c'est la réalisation. Ah oui, je connais très bien, mais non. Ah, j'ai pas envie. Gérer des problèmes de comédiens, de comédiennes, de gérer des problèmes de montage, de scénario et tout. Je suis incapable. Moi, je préfère gérer des problèmes techniques. Alors, j'ai envie de te poser une petite réflexion, j'ai appelé ça comme ça. Si tu n'avais pas fait un BTS, pas eu l'expérience, la carrière que tu as eue jusqu'à maintenant, mais que tu te sois plutôt formé en autodidacte, avec Internet, même si quand tu as commencé, c'était peut-être pas encore aussi au point que maintenant. Voilà, en tant que vidéaste, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même savoir, la même mentalité, la même façon d'appréhender l'image à travers le cadre, la lumière, que ce que tu as pu avoir maintenant avec ton parcours professionnel? Ouais, je pense, ça aurait été plus dur.
mais ça aurait été plus dur, mais je serais arrivé. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à faire de l'image, j'avais 15-16 ans, hein, donc je travaillais, enfin, j'étais au collège, au lycée, je faisais de la photo, beaucoup de photos argentiques, je développais et tout. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc le seul moyen d'apprendre à l'époque, c'était d'ouvrir des bouquins à la bibliothèque ou d'aller dans un club photo, quoi. Et il n'y avait que comme ça qu'on apprenait, et ça m'a permis, ça m'a déjà aidé à commencer à faire de l'image. Est-ce que tu penses que les connaissances sont les mêmes par le parcours traditionnel de l'école de la formation et ce qui circule sur Internet? C'est-à-dire que sur Internet, il y a des conneries. Hein. Mais justement, les conneries, pour les repérer, il faut déjà s'y connaître. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que, si tu veux, moi, dans les commentaires, parfois, il y a de ces conneries. Enfin, voilà, quoi. Je me dis que heureusement que j'ai des connaissances parce que je pourrais me faire avoir. Tu vois, c'est comme l'histoire je disais tout à l'heure, un optique n'ouvre pas de la même façon qu'il soit sur un micro 4 tiers ou un full frame. Déjà je ne comprends pas. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qu'il faut faire attention. Il y a plein de conneries et tout, donc il faut faire aussi le tri, quoi. C'est à partir du moment où les choses sont démocratisées et populaires, bah, il y a tout, quoi. C'est le jeu, quoi. Ouais, mais du coup, un jeune qui n'a pas trop le choix ou qui pour l'instant c'est de l'autodidacte et c'est par Internet, est-ce qu'il peut avoir le… Ah ouais, moi je pense que quelqu'un… De toute façon, j'ai dit un truc, hein. Si tu es travailleur, si tu as vraiment l'âme de travailler, tu fais n'importe quel BTS, n'importe quelle école avec YouTube. Hein. Tu as tellement de trucs. Parce que même YouTube, c'est pas non plus que des tutos, genre on va comparer un GH5 à un A7 III. C'est aussi des tutos sur le signal vidéo. On t'explique des programmes de BTS. Hein. Aujourd'hui, tu as tout. Hein. Donc oui, c'est un gros Wikipédia vidéo. Il suffit d'aller chercher ce que tu as besoin de trouver et tu le trouveras, quoi. Consommer varié, et pas que des tests, et pas que les tests. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est vrai que moi-même j'en fais des tests, mais j'avoue c'est pour un peu, tu vois, parce que je sais que les gens ils adorent ça, donc voilà, je fais du gros putaclic bien vénère. Mais c'est vrai que, puis même moi, parfois ça m'intéresse, je vais dire tiens, je vais comparer, mais c'est vrai qu'à la fin c'est saoulant, quoi. Genre, si je veux dire des tests, genre je compare mon iPhone à une RED 6K, j'ai envie de dire, mec, bon, ok, d'accord. Voilà. Mais par contre, ça m'intéresse, parce que souvent on me fait des critiques, oui, alors toi tu compares un GH5 avec une Alexa, tu vois, c'est un peu comme si tu comparais une Clio avec une Ferrari. Et je dis ouais, ok, mais si tu veux savoir où en est ta Clio, il faut que tu saches quelles sont les limites de la Ferrari pour savoir où tu en es, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de voir justement où en était le GH5 et où en étaient les hybrides par rapport à des caméras que j'utilise dans le domaine professionnel. Et c'est pour ça que je compare. Et si un jour je fais un test et je me dis oh putain, dis donc, on n'est pas loin, là je dirais attends, quel est cet hybride, je veux l'utiliser. Tu vois, ça m'intéresse, quoi. Donc ça m'intéresse et ça m'amuse moi aussi, quoi. Alors, Mathieu, le CNC t'accorde un budget illimité pour ton prochain long métrage, clip vidéo, tout ce que tu veux. Ouais. Quelle serait ta configuration de rêve? Ah bah justement, non, mais justement, pour des projets, mais ici, il ne suffit pas d'avoir forcément un budget illimité. Hein, je veux dire, non, ma configuration, la caméra que j'ai envie d'utiliser, là, celle que j'ai envie d'utiliser, c'est qui m'attire, c'est la Monstro 8K en anamorphique. Mais ça, il faut faire des tests parce que ça a une nécessité de faire des tests parce que bon. Voilà, mais c'est la caméra qui m'intéresse. C'est pas forcément le 8K, hein, parce qu'au final 6K ça suffit. Mais voilà, c'est du grand capteur et puis surtout que la RED, la Monstro a encore une plus grande dynamique par rapport aux autres. C'est la caméra qui est la plus haut de gamme de chez RED et j'aimerais faire un film avec, quoi. Elle a quel âge? La Monstro, elle a à peine 1 an, je crois. Ouais. Elle vient de sortir. Enfin, elle est dans le game, quoi, comme on dit. Et voilà, c'est vraiment voilà, c'est ça avec des anamorphiques, quoi. Justement, au contraire, cette fois, tu finis sur une île déserte, éloignée de tout, et tu n'as le choix que d'un seul appareil et d'une seule optique. Qu'est-ce que tu choisiras? Eh ben, je prendrais mon GH5S avec mon 12-35. Ah ouais, voilà. Ok. Ouais, bah, comme ça, au moins. Pourquoi? Parce que quand je suis tout seul, j'ai pas envie de me trimballer une caméra de 15 kg. Donc quand je suis tout seul, j'aime bien mon GH5 et puis un petit 12-35 et puis voilà. Après, si j'ai des équipes derrière moi, des assistants caméra, je peux prendre des grosses caméras, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais ce que je disais, c'est que je disais dans une vidéo, c'est-à-dire que moi, le choix de la caméra, bien souvent, elle se fait par rapport au choix des effectifs. Si on me dit, t'as pas d'assistant caméra, tu es tout seul,
sors plus les Alexa. Quoi, ouais. Bah, la dernière fois que j'ai fait ça, j'en ai chié. Quand j'ai fait le Père Noël est un fils de pute avec Ludovic, j'étais tout seul avec une Alexa et les optiques et je me suis dit, oh, mais putain, mais quelle horreur quoi. Donc non, je veux plus. Voilà, je vais faire vraiment je suis tout seul, hop, un GH1 et j'ai des équipes, une grosse caméra. Ok. Bah, je crois que c'était nos derniers mots. Cette interview très longue, donc j'espère que tout le monde a pu suivre jusqu'au bout. On va faire du watch time, ça. Voilà, déjà. Hein. Est-ce que tu aurais des futurs projets que tu peux peut-être annoncer comme ça? Eh ben, j'ai des projets, mais je croise les doigts, donc je dis rien. Ok, mais voilà. Mais j'ai des gros projets, mais je préfère rien dire. Voir sur quel support, enfin qui sera diffusé sur quel support? Eh ben, je ne dis rien. Non plus, là, non plus. Non, très bien. Voilà, je ne dis rien. Très léger. Voilà, mais... je ne dis rien parce que voilà, il suffit que ça marche pas pour que j'ai l'air d'un con quoi. Ok, mais bon. Mais je croise les doigts. Ouais. Bah écoute Mathieu, merci. C'était un plaisir. J'espère que tout le monde a pu suivre jusqu'au bout. Voilà les artistes, j'espère que vous n'aurez pas trouvé ça trop long, que ça vous aura intéressé. Un grand merci à Mathieu pour cette première collab et avoir lancé finalement cette nouvelle série des techniciens de l'ombre. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Si vous ne le connaissez pas, allez vous abonner. C'est vraiment rare et plutôt une chance d'avoir quelqu'un avec son niveau d'expérience qui a décidé de partager ses connaissances sur YouTube. Il parle de cinéma, de vidéo, de matériel audiovisuel, plein de sujets passionnants. Et en plus de ça, en même temps que ma vidéo sur sa chaîne, il va sortir mon interview. Alors je ne sais pas si ça va être aussi intéressant que la sienne, mais voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur moi, eh bien je vous invite à aller sur sa chaîne et à aller voir cette vidéo. Je vous invite à me dire dans les commentaires, déjà à me donner votre avis sur l'interview, qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis à me dire si une série comme ça d'interviews, de discussions avec différents corps de métier du cinéma, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pourriez être friand de ce genre de choses? Donc voilà, c'était le premier épisode. Alors il y a encore des petits détails techniques à peaufiner, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment plein de sujets passionnants à traiter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à montrer votre soutien avec le pouce, l'abonnement et la cloche des notifications ici derrière la caméra. Ciao les artistes!